les Pani, les Silda 500, etc., se sont mis à raconter des histoires en dehors des cadres. Et ça, c'est un moment extrêmement passionnant qui nous touche tous aujourd'hui. Je pense que tout ce qu'on voit ici vient de cette souche-là, c'est d'oser faire sortir l'image du cadre. Raconter des histoires, porter des émotions et sortir du cadre. C'est ça, en fait, l'évolution de l'image, telle qu'on peut la saisir aujourd'hui et telle qu'on l'utilise aujourd'hui. Enfin, je crois. Quand tu réfléchis événement, quand tu essayes de créer, de trouver l'idée, quelle place à l'image dans ta réflexion? Elle est centrale parce qu'en fait, on est tous briefés sur le même sujet. On doit raconter une histoire, storytelling et tout, je ne vais pas la refaire, on travaille tous là-dessus. Mais on cherche tous la big picture, ou les big pictures, celles qui vont s'enchaîner, raconter cette histoire, véhiculer cette émotion, et bien sûr soutenir les messages. Mais un message sans émotion, c'est rien, il ne s'est rien passé, c'est un mot, une série de mots. Donc on essaie de travailler ça. D'abord, je ne le fais pas tout seul, on a la chance d'avoir une équipe de créa, donc on échange sur le sujet, et on essaie de trouver cette image centrale, ou ces images centrales de l'histoire. En gros, si tu devais illustrer un chapitre de bouquin qui fait 10 chapitres, c'est quoi les 10 images qui illustrent correctement ce chapitre? Donc tu te retrouves sur un phénomène un peu central, créatif, et après, je travaille beaucoup avec Tom, donc je te tourne le dos parce qu'on partage ça ensemble très souvent. Tom et toute l'équipe de super bien, mais d'autres aussi. Hein. Et l'idée c'est ça, c'est vraiment trouver le point central de chute et de départ de nos histoires. Alors pour moi, observateur de ce marché, c'est vrai qu'il y a un événement qui m'a marqué, alors peut-être à tort, peut-être à raison, mais en tout cas, c'est l'événement Hello d'Orange. Il y a 5 ans, je crois, la première édition, c'est vrai que j'ai vu ça, alors j'étais pas dans la salle, mais j'ai vu quelques images, et pour moi, ça a été, on va en voir quelques images tout de suite, mais ça a été une révélation. Et je me suis dit, ouais, tout d'un coup, on redonne une dimension supplémentaire à l'image. Effectivement, on va en reparler tout à l'heure depuis l'infodécor, puisque vous en êtes un peu à l'origine chez FC2, jusqu'à, on verra aussi après avec vous, Valérie, ce que vous avez fait autour de ça. Mais c'est vrai que pour moi, Hello il y a eu un tournant. Est-ce que alors c'est vous deux qui l'avez fait en plus, donc est-ce qu'il y a eu ce sentiment-là, c'est-à-dire tout d'un coup on donnait une importance supplémentaire à l'image? Peut-être qu'on va regarder d'abord et après je vous poserai cette question. Hop, voilà, pardon, excusez-moi. Deuxième édition. Bon, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'événement Hello dans Orange, pourquoi Stéphane Richard a décidé de faire cet événement-là? Alors là, je vais essayer de ne pas passer 3 heures sur le sujet parce que je peux en parler longtemps. C'est quand même 50 d'autres vies. Donc,
Et il y a un moment, il y a 5 ans, il y avait un besoin de reprendre la main sur l'innovation de la part d'Orange. Et Orange est allé chercher dans son stock d'innovation, parce que c'est absolument beaucoup plus colossal que ce qu'on imagine ou ce qu'on en voit en réalité. C'était ça d'ailleurs la révélation de notre histoire avec eux. On est allé chercher un certain nombre d'innovations et on s'est dit voilà, on va les mettre dans les mains de plusieurs cibles. On va les mettre dans les mains d'influenceurs, de journalistes. On va faire donc un moment, on va créer un moment pour leur montrer ça, et puis on va aussi faire en sorte de le montrer à l'interne, etc. Donc un événement extrêmement ambitieux. Très vite, il s'est appelé Hello, parce que c'était déjà une pré-signature d'Orange. Dans la rue, on voit ces véhicules avec le Hello qui passent, un peu moins maintenant, mais qui passaient. Donc Hello, c'était là. On a dit, on va faire une marque d'événements qui parle d'innovation, et on va tenter de raconter une histoire au long cours avec ça. Premier point. Deuxième point, l'innovation, parfois, quand elle est technologique, elle est assez complexe en réalité à comprendre. Quand on veut surtout expliquer pourquoi on raconte l'histoire. Je suis un opérateur téléphonique, et j'ai un réseau, je crée des produits, je veux raconter l'histoire. Du coup, l'histoire devient assez complexe. Et on s'est dit, il faut créer un point de rendez-vous avec tous ces publics, avec toutes ces cibles, qui soient simples à piger. Donc on va faire de la pédagogie de cette façon. On va raconter des histoires de produits, des histoires de réseaux. On va raconter aussi une philosophie, une âme de la marque Orange pour l'avenir, ce qu'on continue à faire. C'est pour ça que j'ai mis le dernier événement. L'image est devenue un langage. Il faut trouver une forme nouvelle. C'est un peu prétentieux de dire ça. Il faut trouver une forme nouvelle pour raconter cette histoire. Et on a donc créé ce premier cadre du Hello 1, qui est le plus marquant dans les esprits. Ouais, parce qu'en fait, la scène est blanche, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Oui, il n'y a jamais rien. D'ailleurs. Sans la projection, sans l'image, la scène est triste, vide, sans âme, sans rien, quoi. Voilà. En gros, oui, t'as une panne. C'est là où moi je dis qu'il y a un tournant. Alors je ne sais pas si si toi, dans ta grande modestie, tu considères que ce Hello 1 est un tournant dans le monde de l'événementiel, mais moi je le dis, c'est là où tout d'un coup on a vu l'ensemble de ce qu'on pouvait faire jouer à l'image, à la fois en termes de déco, à la fois en termes de transmission des messages. Alors on avait ça partout. Mais tout d'un coup, ça s'est exprimé en grand et de façon unique et mélangée. Alors voilà, moi c'est mon avis personnel. Non, je sais pas, une fois de plus, il faut rester un peu sobre, mais le vrai premier sujet, c'était l'écriture. On a écrit, et on continue, à chaque fois qu'on en écrit un, on l'écrit. En ce moment, on l'écriture, un prochain, on l'écrit. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas véritablement sur l'image. On était sur une réunion hier sur le sujet, et on fait une véritable écriture. C'est écrit comme une histoire. Voilà. Et une fois qu'on a l'histoire, je te dis, on cherche les images centrales. Bien sûr, on essaie de générer un cadre qui soit surprenant, ce qu'on va réussir à faire, j'espère, une 5e fois, je crois d'ailleurs. On va faire une 5e fois. Ça, c'est pas c'est prétentieux, mais on va le faire quand même. Et c'est fondamental. C'est toujours un sujet d'histoire. Toujours un sujet d'histoire. Voilà. Et je ne sais pas si ça a laissé trace plus que ça. Je sais qu'on a été copié énormément, 3 fois officiellement, parce que j'ai envoyé des mails à ces gens en Pologne et dans d'autres pays. C'est tant mieux d'ailleurs. Moi, je suis super content d'être copié. Enfin, tu as fait des mails quand même. Je sais pas que c'est pas trop utilisé dans les plaquettes non plus. Mais voilà, il y a un avant, un après, je sais pas, en tout cas pour nous, il y a eu une relation spécifique avec Orange parce qu'on a créé cet instant. Et c'est pour ça que j'ai mis le dernier événement, c'est que c'est, entre guillemets, devenu un langage événementiel de la marque. C'est-à-dire que l'image est au cœur, parce que c'est un objet fondamentalement très simple. C'est de la lumière sur une page blanche, quoi, qui raconte des histoires et qui crée des décors au point 2, pour ce Leaders Meeting, le dernier à Madrid, de n'avoir que cette page et cette projection qui raconte tout, qui raconte les histoires, qui place les hommes, qui place les décors dans l'espace, etc. Merci Frédéric. On reviendra sur des questions un peu plus transversales tout à l'heure. Valérie, vous avez... Oh, sinon il y a un micro là. Bonjour. Donc, racontez-moi aussi, de votre point de vue aussi d'agence FC2 Events, racontez-moi un peu l'histoire de l'importance de l'image dans l'événement. Comment vous le vivez depuis le moment où vous faites des événements, comment vous le vivez dans le temps, cette évolution de la mainmise, si je puis dire, de l'image dans l'événement? Alors l'histoire d'FC2, elle est ancrée dans l'image, puisque en fait l'agence au départ, c'est une agence qui est née pour créer, pour diffuser des contenus et des images. Donc c'était vraiment notre premier métier, ce qui fait que 20 ans après, cette activité, elle reste toujours extrêmement dans l'ADN des équipes, et c'est la première chose qui nous active quand on réfléchit à un projet. On a été les créateurs il y a 18 ans de l'infodécor. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Cette technologie qui consiste à projeter un décor sur une toile tendue, c'est FC2 qui l'a créé. Donc, on a en permanence un esprit de pionniers, de chercheurs. Bon, ceci dit, beaucoup d'autres agences peuvent revendiquer aussi
cette posture, mais chez nous, c'est ancré et c'est notre histoire qui s'est créée comme ça. Donc au début, des images, des contenus, et puis après des métiers qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Donc l'image, elle est, comme on le disait juste avant, partout, c'est l'air qu'on respire. Et en plus, les images aujourd'hui, elles ont cette faculté qu'elles nous permettent de simplifier quand même l'ensemble des messages. On vit dans un monde qui est gorgé de contenu, on est truffé d'informations. Si on n'a pas à un moment quelque chose qui nous aide à l'interpréter plus rapidement, c'est vrai que c'est compliqué. Donc les images, elles ont aussi cette faculté, c'est qu'elles sont belles, elles nous fournissent du plaisir, mais elles sont aussi quelque part pédagogiques, elles nous permettent de comprendre parfois plus vite les choses que si on avait simplement écouté des mots ou regardé des messages. Alors, de l'image diffusée sur une toile blanche, aujourd'hui, il y a vraiment des scénographies totales où presque tout est support, enfin tout est écran, si je puis dire, et tout est sujet à la diffusion d'images. On l'a vu sur Hello, même le plafond avait des sortes de... Là, je crois que c'était plus de l'éclairage que de... Non, c'était des télés, voilà. Donc tout devient aujourd'hui support à diffusion d'images. En effet, aujourd'hui, on n'a plus peur de rien. On peut en effet imaginer, projeter sur tout. Et c'est vrai que ce dispositif qu'on appelle d'immersion, ça fait partie des grandes tendances de notre métier de l'événementiel. On doit développer l'ensemble des sens. Donc évidemment, on regarde des images, mais demain aussi, on a du vent, on a des odeurs, le siège bouge. On va être de toute façon complètement immergé. Dans notre vie de tous les jours, on le voit, la 3D, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, augmentée, mixte, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. C'est aussi évidemment des choses et des techniques qui ont été intégrées dans nos événements et qu'on reprend. Ça continue à avancer, les casques sont plus petits, ça coûte moins cher, tout ça, ça va continuer d'évoluer. Et du coup, nous, on va avoir un terrain de jeu qui va s'agrandir encore plus. Alors l'immersion, c'est vrai que ça donne un terrain de jeu très agréable et qui permet de... Merci de votre attention, s'il vous plaît. Nous informons les membres du jury des Event Awards qui sont invités à la réunion qui a lieu actuellement au commissariat général. Merci. En anglais? Non. Donc l'immersion, le phénomène d'immersion, c'est ça. Donc, sujet illimité. J'ai deux cas à partager avec vous si vous êtes d'accord. Un premier cas qui est un cas corporate. On a là un client qui s'appelle Schindler, qui est un vendeur d'ascenseurs et qui souhaite émerger à un congrès, qui est un congrès très important, qui se déroule chaque année en Chine, où il y a tous les clients qui viennent du monde entier. Et donc, le brief, c'est vraiment de dire comment on peut créer la différence dans cet univers, tout en sachant que le client, il nous dit aussi, attention, il y a deux choses essentielles. Cet événement, il doit être à l'image de ce qu'on présente aujourd'hui, c'est-à-dire ultra technologie, connectée, digitale, etc. Et en même temps, on veut de la chaleur, on veut de la proximité, on veut toucher nos clients, on veut, etc. Donc on vient avec un événement qui est un dîner qu'on propose avant le congrès, qui va créer un effet hors norme, qui fait qu'en effet, derrière, ce client va émerger différemment pendant les 3 jours du salon. Je vous propose qu'on regarde quelques images et puis après je vous expliquerai. Quand je disais tout à l'heure que tout est prétexte à être un support de diffusion, on en a un bel exemple avec les tables du dîner. Voilà, donc en effet, on a utilisé les tables comme des surfaces de projection
ce qui fait que les clients, les participants ont été plongés pendant tout le dîner avec un décor 360 qui était vraiment un décor qui était représentatif de l'ADN du client. C'était la ville de demain, la ville du futur, la ville verte, écologique, mais aussi avec toute sa modernité. Et puis à la fin du dîner, après le dessert, ils avaient donc des sièges qui tournaient, donc tous les clients pouvaient vraiment faire un 360 eux-mêmes aussi sur le siège. Et la table est devenue un support de projection qui a duré, donc là on est sur un show qui dure environ 4 minutes. Et c'est vrai que le lendemain, on peut imaginer que les retombées, c'était beaucoup de monde sur le stand qui venait voir ce qui s'était passé, avoir des informations sur cet événement et ce dîner, des carnets de commandes qui marchaient bien, des nouveaux contacts qui étaient initiés. Donc voilà, on a un objectif rempli pour un client, et c'est vrai que ça là, alimente les discussions le lendemain. Voilà, sert vraiment le propos. Alors deuxième exemple, mais là qui peut-être plus est d'un mix entre l'éclairage et la diffusion, enfin entre lumière et vidéo. On en reparlera tout à l'heure de cette convergence des techniques avec toi, mais on montre déjà l'exemple et puis hop, pardon, c'est l'autre, voilà. C'est Saint-Gobain là, les 350 ans de Saint-Gobain. Tu peux remettre en contexte tout ça? Oui, bien sûr. Donc là, on est sur un événement grand public, les 350 ans de Saint-Gobain. Le client avait évidemment à cœur de fêter cet événement avec à la fois son public interne et externe. Et au départ, son idée, c'est de dire créez-moi la maison de demain, une maison témoin. Et en fait, on est venu avec un projet assez différent, qui était de dire on ne va pas vous créer l'habitat de demain, on va vous créer les sensations futures. C'est-à-dire que là, pareil, on a travaillé sur l'expérience qu'ils allaient vivre. On avait créé donc 4 pavillons qui avaient chacun leur talent. La complexité, on va dire, de ces pavillons, c'était que, bien entendu, il fallait utiliser comme surface de projection et d'animation les produits de Saint-Gobain. Donc on a travaillé avec les équipes de la recherche et du développement chez Saint-Gobain et on a utilisé 80% de la construction des pavillons était faite avec leurs produits. Donc des sensations autour de l'infini, des kaléidoscopes d'images, etc. L'objectif, c'était vraiment de vivre un truc de fou à l'intérieur. C'est un événement hors norme, hein. On est sur quelque chose d'incroyable puisqu'on se promène dans 4 pays. On commence en Chine, on va ensuite au Brésil, on va aux États-Unis à Philadelphie, on termine à Paris sur la place de la Concorde. On a salué avec brio cette plus ancienne entreprise du CAC 40 qui est née sous Louis XIV et qui avait tellement de choses à montrer concernant l'habitat de demain. Très belles images en tout cas. Merci, on va revenir sur plein de la convergence des techniques. Tom, moi ce qui m'intéresse, alors toi tu es un créatif aussi, toi, tu recueilles les briefs et c'est toi qui vas créer les images quelque part dans le cadre de qu'on te donne. J'essaye. On essaye, tu essayes plutôt bien, tu essayes même super bien, enfin bon c'est pas... et je voulais juste savoir comment on pense l'image quand on est un créatif comme toi aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui nous inspire? Parce que bon, pour connaître aussi, pour être un observateur attentif des marchés d'événements, on ne peut pas dire que souvent les briefs sont très clairs, on ne peut pas dire que, en tout cas, percevoir le non-dit derrière le brief, surtout quand il y a une image qui doit être figurative derrière, c'est quand même très compliqué. Alors comment tu fais? Quelle est la mécanique de création à partir d'un brief, depuis le brief, comment est l'image? Alors il est multiple, il y a plein de points d'entrée, ou en tout cas de points d'accroche, je pense.
Après, nous, on a envie de créer de la belle image forcément, mais la belle image, c'est très subjectif, ça dépend des sujets, ça dépend des clients, ça dépend de plein de choses. Nous, notre objectif, c'est, en général, on a quand même un petit peu de brief, enfin, c'est des bribes, parfois, effectivement, parfois c'est très précis, mais il y a toujours des chartes ou des guidelines, des choses sur lesquelles se raccrocher. Je parle surtout sur le travail pour les marques. Et l'idée, nous, c'est de le transcender, donc d'aller gratter, d'aller chercher un peu plus loin, de proposer des choses qui sont parfois un peu choquantes pour la marque, de voilà, toujours un peu repousser ces terrains-là. Et puis après, la création, la conception d'une image, elle s'inscrit aussi dans un contexte actuel. Il y a des tendances graphiques, il y a des tendances de diffusion, de mise en forme, il y a plein de choses. Essayer de s'inspirer, parce que là, nous, on vient souvent nous voir pour donner un côté un peu moderne, ou en tout cas contemporain, voire futuriste par moment, mais voilà, il faut qu'on soit ancré dans notre époque, et donc c'est de s'inspirer un peu tout le temps, et d'aller chercher toujours plus loin, notamment, et je pense qu'on va en parler après, des convergences techniques. Pour nous, parce que finalement, comme le disait Fred tout à l'heure, l'image c'est quoi? C'est de la lumière sur une page blanche. Et c'est vrai pour tout, que ce soit de la projection, de la LED, n'importe quoi, finalement c'est de la couleur qui bouge. Et elle bouge de plus en plus dans l'espace aussi, avec la lumière et le raccord. Nous, on essaie vraiment de créer une convergence entre l'image et la lumière, qui est son extension finalement volumétrique, ou en tout cas physique, dans l'espace. Pour nous, ça fait partie de l'image. Et donc, parfois, on raconte des histoires et on dit que c'est de l'image, sauf qu'il n'y a pas une once de vidéo ou de graphisme, c'est que de la lumière. Mais pourtant, c'est quand même des formes et des couleurs qui bougent, donc finalement, c'est aussi de l'image. On essaie de repousser un peu toujours, et en tout cas de surprendre. Nous, c'est surtout créer de l'émotion, surprendre, pour servir un message, parce qu'au final, la plupart du temps, en tout cas pour les marques, c'est de bien raconter, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça qu'on commence souvent, encore plus quand on bosse avec Fred, mais on commence souvent par écrire avant de faire quelque image que ce soit. Il faut d'abord, qu'est-ce qu'on raconte, quel est le message. Si on reprend l'histoire des lots que vous avez suivi, donc je pense depuis le numéro 1, si les informations de Fred sont bonnes, comment c'est devenu ces idées-là, comment tu a réussi à projeter en disant bah voilà, enfin avec Fred aussi, voilà, à ce moment-là, voilà ce qu'on va diffuser comme visuel. Ça, c'est la mécanique de création qui m'intéresse. J'ai toujours du mal à comprendre, le rationnel que je suis a toujours du mal à comprendre le processus de création. En gros, tu m'arrêtes si j'ai des trucs. Le process sur tous les lots pratiquement, c'est qu'il y a un travail en parallèle, comme disait Fred tout à l'heure, d'écriture. On écrit une première histoire, puis une deuxième, puis une 30e, puis une 50e. Et en parallèle, on recherche. C'est-à-dire qu'on a la forme scénographique, on a le volume, on sait quel va être notre support, notre jouet. Et nous, on cherche des langages, on fait une bibliothèque en gros de plein de formes, parce que c'est ça la magie du mapping en l'occurrence, c'est qu'on crée des illusions d'optique, donc on crée des formes, on crée des effets, on crée des sensations. Et d'abord, on va dépouiller, on va chercher, on va gratter, on va essayer de trouver des formes. Et puis, une fois qu'on s'est à peu près équilibré sur l'écriture, on a déjà enlevé tout ce qui ne marchait pas finalement, comme effet, comme langage, comme ça, parce que toutes ces recherches, on les confronte à la marque, avec plus ou moins d'aisance pour eux. Mais voilà, et on voit, ok, on a défini le champ dans lequel on pouvait aller, jusqu'où étaient nos limites vis-à-vis de la marque, quelles sont les limites d'effet aussi de la scénographie, tout ça, et puis là on peut commencer à tout articuler et à vraiment essayer de mettre en image les mots. Justement, ce processus de validation, si je puis dire, c'est compliqué parce que jamais, j'imagine, Stéphane Richard ou son équipe n'ont vu le show dans son entièreté avant. Si, ils le voient quand même. Ils le voient tous les 15 jours. D'accord, donc en fait, le spectacle, il est sur ordi avant, machin, projeté, etc. On recrée tout en simulation 3D dans la salle, tout ça, et on leur montre régulièrement. Nous, c'est aussi un gros enjeu pour nous, c'est que comme on a souvent des scénographies un peu hors normes ou des formats un peu spéciaux, on a besoin de rassurer nos clients, nos partenaires, tout ça, et en tout cas, même si c'est pas de les rassurer, de les emmener avec nous. Nous, forcément, on a l'habitude, donc on se projette très facilement.
mais on est obligé de créer tous des outils de simulation. On travaille notamment de plus en plus avec la VR pour pouvoir mettre, on espère un jour, Stéphane Richard dans la salle avant même que le show ait joué et qu'il voit le show. Voilà. Donc c'est tous ces outils d'accompagnement et pour emmener les gens avec nous dans les effets des histoires qu'on raconte. Donc je crois que tu as des images aussi. Ouais, c'est juste c'est notre dernier showreel, c'est pas une question de mégalomanie ou quoi que ce soit, mais c'est justement pour montrer cette variété de formes que prend l'image, en tout cas chez nous, mais du coup j'ai l'impression un peu partout, quoi. Voilà. Et bien on y va. Bravo. Même le corps humain est support pour recevoir des images. On a vu 2-3. Bien évidemment. Donc c'est vraiment très impressionnant. Merci d'en prendre plein les yeux, c'est toujours très sympa. On va passer à des choses un peu plus techniques. Donc Laurent, est-ce que tu peux nous présenter d'abord Aquila? Bonjour. Oui, bien sûr, nous sommes l'étape suivante par rapport à mes amis sur scène. Donc il a la mise en œuvre des moyens techniques pour la diffusion des images. Aquila aujourd'hui, c'est une société dont l'ADN est vraiment la vidéo, les moyens de diffusion, grande image notamment. Une société qui a évolué, qui a 18 ans aujourd'hui, que nous avons eu la chance de pouvoir reprendre en main avec mes deux associés il y a 2 ans. Et aujourd'hui, Aquila propose tout ce qui est moyens de diffusion, donc vidéoprojection, écran plein jour, régie, plateau caméra, etc. On fait également tout ce qui est lumière et tout ce qui est son. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins entre la vidéo, la lumière. Alors, on va revenir là-dessus. Est-ce que toi, donc bien évidemment, le matériel a évolué. Comment a évolué ce matériel et qu'est-ce qui a inspiré derrière? Quelle logique dans les matériels on voit évoluer? Par exemple, dans les vidéoprojecteurs, ils sont de plus en plus puissants, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le matériel ces dernières années? Il y a eu une très grosse évolution, bien évidemment, sur tous les moyens de diffusion d'ailleurs, puisque on voit que tout ce qui est projecteur évolue en termes de puissance, de définition, de capacité d'installation, puisqu'aujourd'hui on peut installer nos machines, c'est-à-dire n'importe comment, mais on peut les mettre et ensuite les régler. Quand hier on avait des contraintes qui ne permettaient pas de choisir tel ou tel type d'installation, tout ce qui est moyen de diffusion écran, comme un écran de télévision, si je puis dire, maintenant des écrans slim, des écrans transparents, des écrans stretch, on a des écrans plein jour, on peut courber l'image, convexe, concave, une multitude de dispositifs à notre disposition, si je puis dire, et on doit nous piocher et travailler avec nos agences de manière à choisir les meilleurs procédés en fonction du choix. Comment ça se passe avec les créatifs justement? C'est un peu vous qui imposez des intentions, et voilà ce qui existe comme technique. Donc merci d'intégrer les formats techniques dans vos formats d'image, ou est-ce que c'est l'image qui dit bah voilà, il faut que tu me diffuses ça,
trouve-moi les solutions techniques pour me diffuser correctement cette image-là qui a telle spécificité, telle profondeur, etc. Non, on échange beaucoup, bien évidemment, puisqu'on a des contraintes techniques sur notamment les résolutions, sur les supports de projection. On l'a vu tout à l'heure, un mapping va avoir des contraintes. À la création, ils vont avoir des contraintes. Et finalement, effectivement, on parle beaucoup de la 4K, de la 8K même maintenant. Alors qu'est-ce que c'est 4K, 8K pour les non-spécialistes comme moi ? La définition de l'image. Aujourd'hui, les sources nous permettent de diffuser en 4K. Nous avons tout ce qui est câblage qui permet de transmettre également ce signal. Le mélange des images qui permet de transmettre le signal. Il nous manque encore de temps en temps le contenu. Ça veut dire que le matériel aujourd'hui est un peu en avance et est sur la capacité qu'ont les créatifs à créer des images d'une résolution aussi adaptée au matériel. Complètement. Ok, d'accord. La vidéo fait des bons monstrueux effectivement en termes de technologie, en termes de puissance lumineuse. Enfin, Fred et moi qui sommes anciens sur le marché, on a vu des résolutions, surtout moi, c'est ça. Donc passer. Moi aussi, je te rassure. Donc des puissances. Qu'est-ce que ça implique dans le matériel de se dire on peut aujourd'hui le faisceau lumineux est de plus en plus intense? Qu'est-ce que ça implique à la fois dans le matériel, mais aussi dans la création d'images? Déjà, ça nous donne davantage de possibilités, puisqu'on a à notre disposition une palette de produits. On va les piocher dedans en fonction de la typologie des images à envoyer, du lieu, du dispositif sélectionné. Pourquoi un projecteur plutôt qu'un mur et vice-versa. Voilà, on adapte nos besoins techniques, notre choix technique en fonction de l'environnement dans lequel on va évoluer et des images. Et c'est une discussion finalement avec les créatifs, avec les agences pour sélectionner les meilleurs produits dans les endroits adéquats. On a vu, c'est vrai qu'il y avait des grands spécialistes vidéo, Aquila en fait partie, donc des monotechniques si je puis dire. C'est vrai que depuis ces années-là, on voit ces monotechniciens qui s'équipent de plus en plus, qui élargissent leur offre du son et de l'éclairage. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est quoi? C'est l'offre, enfin, c'est la demande qu'on vous fait qui oblige, ou c'est effectivement la convergence de toutes ces techniques-là qui aujourd'hui oblige un technicien comme vous à avoir l'ensemble du potentiel technique? Bon, d'abord, on aime ça, donc on a envie d'avoir ces plusieurs cordes à nos arcs. Ensuite, si on prend la vidéo et la lumière, comme l'indiquait tout à l'heure Tom, ce sont des mondes qui se rapprochent beaucoup. Aujourd'hui, on peut mélanger des barres de LED qui étaient à l'origine uniquement en lumière, en vidéo. Donc il y a des processeurs derrière comme sur nos murs d'image. Et on vient intégrer dans la scénographie ces dispositifs de manière à sublimer et à avoir cet effet waouh, grande image, déstructuré parfois, et qui donne cet impact visuel et créatif à nos événements. Aujourd'hui, là, quand on voit la qualité de vos murs d'image, il y en a un magnifique sur Aquila, on voit une vision en face de nous. La course à l'image nette, comme ça, à la netteté, donc le fait d'avoir un pitch très rapproché, d'après ce que tu m'as expliqué. C'est ça. Pourquoi cette course sans arrêt à avoir la netteté dans l'image? D'abord parce que c'est quand même plus confortable à l'œil. Ensuite, on a des produits avec des pitchs, avec des points images différents, qui sont finalement des produits qui doivent être adaptés en fonction, encore une fois, de l'environnement, du recul, les premiers rangs, les derniers rangs sont à quelle distance. On va choisir plutôt tel ou tel dispositif en fonction de cela. Dernière question, qu'est-ce que tu vois comme évolution? Enfin, dernière question, première question sur l'avenir, mais j'en profite pour te la poser. Qu'est-ce que tu vois encore se dessiner dans les matériels? J'imagine que tu cours les salons professionnels pour aller voir un peu ce qui se trame, les axes de réflexion. Qu'est-ce qu'on va voir venir demain et qui vont pouvoir inspirer aussi les créatifs et les agences? On a quand même la course à la taille. Tu l'as dit tout à l'heure, à la résolution également. On a aujourd'hui des écrans des télévisions transparentes qui permettent de voir l'image, mais de voir ce qui se passe derrière également. Donc en termes de scénographie, c'est sympathique. Alors on est limité pour le moment sur les tailles d'image, mais ça va grandir. On peut imaginer un peu un papier peint qu'on va dérouler, une télévision qu'on va dérouler et qui viendra épouser la forme également, un peu comme un mapping en projection.
On a ces projecteurs en termes de puissance lumineuse qui évoluent également, qui nous permettent de combattre l'ennemi de la projection, c'est la lumière. On va venir s'insérer dans une scénographie où, encore quelques petites années, on était très embêté par la lumière, nettement moins aujourd'hui et encore moins demain. Ouais, la puissance lumineuse permet d'avoir une diffusion en plein jour, quoi, c'est ça? Pas encore, mais on y vient. On va vers ça, quoi. On y vient. Les murs plein jour, on a du mur d'intérieur, du mur d'extérieur, des pitchs, enfin il y a énormément de produits adaptés à l'environnement dans lequel on a besoin d'utiliser. Sur quoi vous bossez, vous, Tom, aujourd'hui, sans vouloir dévoiler non plus la R&D de Superbien, mais quels sont vos axes de développement, vos axes de réflexion sur ce thème de l'image? Nous, on a un très fort, très identifié, qui est que jusqu'à maintenant, je pense qu'on a prouvé qu'on arrivait à créer des shows de grande image très immersifs, très forts, ok, très bien. Notre problématique, c'est que le spectateur reste passif. Donc notre gros chantier, c'est le temps réel. Donc la vidéo créée, générée en temps réel, ce qui nous permet après de greffer toutes sortes de déclencheurs, de capteurs, d'outils qui permettent à un utilisateur, qu'il soit intervenant ou spectateur, ou même spectateur online, alors peut-être pas aller jusqu'à prendre le contrôle, enfin si on peut, mais en tout cas influer et jouer avec ce contenu, avec ces images. Et en plus, nous, ça a d'autres répercussions, c'est que ça évite les temps de rendu qui sont souvent monstrueux sur les scénographies, enfin des grandes images qu'on fait. Là, tout est généré en temps réel. Donc voilà, après ça implique beaucoup de choses, parce que du coup on travaille avec des cartes graphiques, plus avec des processeurs, enfin là on parle dans la technique, mais voilà, c'est pour nous, notre grand cheval de bataille, c'est que tout soit maintenant en temps réel et du coup changeable, interchangeable, enfin faut pas trop le dire aux clients, mais que ce soit le plus souple et le plus malléable possible. C'est quoi? C'est la mode de la co-création, de la enfin c'est comment qu'est-ce que en fait je saisis pas bien. Donc là en fait j'en aurais un public, chacun avec son smartphone par exemple, qui pourrait venir dessiner sur un écran un élément de décor. Par exemple, on peut avoir, on utilise plein de choses, hein. On utilise des lasers industriels qui permettent de quadriller la salle avec un faisceau, et s'il y a une personne qui se lève, elle coupe ce faisceau, on la détecte et elle déclenche quelque chose qui est associé dans sa position à voilà, quelque chose dans l'image. Donc elle a un vrai rapport à l'image. Ça peut être via des smartphones, ça peut être via quelque chose avec la main, il y a des bracelets Mio par exemple qui permettent de sentir tous les mouvements de la main, et donc nous on peut récupérer tous les mouvements des doigts, donc on peut mettre comme une boule de glaise digitale, et la personne va venir sculpter et créer sa propre sculpture virtuelle en temps réel, et voilà, en fait on peut le faire en grande image, mais que ce soit plus ludique, on va dire. Rendre le participant plus acteur de ce qu'il est en train de vivre autour de lui. D'ouvrir les possibilités. On est parti d'images qui étaient dans un écran qui était comme ici, elle était toute enfermée, la pauvre. On l'a fait sortir un peu de là, on l'a fait se répandre un peu partout, comme tu disais tout à l'heure, même sur des tables, même partout. Maintenant que l'image est au plus proche de son spectateur, il faut arriver à les connecter tous les deux et qu'ils puissent jouer ensemble. Bonne perspective, de bons travaux en perspective. Fred, justement, toi, qu'est-ce que tu aimerais voir demain? Qu'est-ce que tu imagines et qui n'est pas encore possible et qui le sera peut-être bientôt? Vu qu'on est sur le coup, je ne vais pas te raconter le coup d'après comme ça, mais c'est exactement ce que Tom vient de dire. En fait, il faut juste... moi, je viens de prendre conscience, ces dernières années, qu'on n'avait encore rien fait, qu'on n'avait encore rien vu, et qu'on ne savait pas se servir du matos qu'on avait, en réalité. Et qu'on allait pouvoir faire des trucs de dingue. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'à mon avis, le langage numérique qui permet à ces choses de se parler, à ces machines de se connecter les unes aux autres, une machine industrielle se connecter à un monde virtuel avec un espace interactif et le tout dans un spectacle avec du grand public, c'est super possible. C'est déjà possible. C'est déjà une histoire qu'on peut écrire. Après, les technos, fondamentalement, il faut qu'elles suivent, quoi. Elles se débrouillent, elles font comme elles veulent, tu vois. Il faut qu'elles suivent.
Alors on a plein de trucs déjà existants, mais c'est vrai, sinon c'est pas excitant. On a plein de trucs existants et on n'a pas su encore correctement les faire vivre ensemble, les faire se parler, alors que le système de dialogue existe. C'est ce que tu disais, en dehors du temps réel, l'intelligence artificielle, c'est plein de sujets qui sont autour de nous. Mais moi, ce qui me branche, c'est l'image monde. C'est l'image dans laquelle on peut rentrer, avec laquelle on peut jouer seul, à plusieurs, et pas simplement dans le virtuel, le mixte ou l'augmenté, etc. Mais tout ça ensemble, tout ça ensemble. Et quand on a perdu toute notion d'une forme de réalité, et que l'image monde nous raconte une histoire qui fasse à nos propres émotions, il y a tellement de moyens de détecter un certain nombre de choses de l'être humain, ses réactions par exemple, ses mouvements. Donc tout ça, il faut réussir à le connecter, il faut réussir à le faire vivre ensemble. Et le tout connecté au réseau, c'est-à-dire de digitaliser ce qui est en train de se passer en termes d'émotion et de témoignages. Donc voilà, on bosse là-dessus, pas qu'ensemble d'ailleurs, mais pas mal ensemble. Et c'est hyper passionnant et je pense qu'on va réussir à faire des choses assez rapidement. Voilà. Valérie, vos axes de réflexion ou vos souhaits sur cette belle image, que deviendra-t-elle demain? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, en tant que enfin voilà, et puis aussi en tant que réceptacle aussi d'une demande large de clients, qu'est-ce qu'eux, ils veulent voir? Alors moi, j'ai deux choses. J'ai un premier axe qui est assez réaliste et un truc un peu dingue. Le truc réaliste, j'ai très envie de travailler beaucoup plus le sol. Je trouve qu'on devrait mettre des images au sol, se promener dessus, et qu'il y ait des choses qui se passent, pourquoi pas avec du relief, des conversations entre une carte, l'intérieur d'un produit et quelqu'un qui marcherait dessus et qui vivrait des choses. Ça, je pense que c'est facile. Et la deuxième chose, ça c'est un peu un challenge pour aussi les équipes de FC2 que je salue pour leur talent. J'aimerais bien qu'on arrive à projeter directement sur la rétine des gens. Ça existe? Ça existe? C'est en cours, en développement chez Superbien et Avacebot. Ils veulent rien dire. Non, mais c'est pas nous, mais startup françaises qui travaillent sur le sujet. Et ils ont promis de sortir un truc avant le mois de juin prochain. Et voilà, il n'y a pas que des Français d'ailleurs qui bossent dessus. Mais en tout cas, oui, il y a des gens qui s'en occupent. Très super, on va se réaliser. Qu'est-ce que tu vois, toi, qui va... Alors, tu as parlé des écrans transparents, qui va encore ouvrir des perspectives certainement pour des créatifs. Mais qu'est-ce qui te manque aujourd'hui sur le marché pour satisfaire l'ensemble des demandes? On a déjà beaucoup de produits à notre disposition. Aujourd'hui, on essaie aussi de sortir un peu du cadre avec les produits à notre disposition, parce qu'on a quand même des figures imposées par les fabricants, mais utiliser les produits de manière différente, déstructurés, dans des environnements différents. Voilà, nous, on essaie, on cherche, on tâtonne, on parlait tout à l'heure de radar, de détection, des choses comme ça. On utilise tous ces produits qu'on essaie de venir intégrer. On a un petit exemple sur notre stand, notamment où voilà, vous touchez l'écran, ça va déclencher quelque chose par le passage, par le fait de toucher un morceau de l'écran. Alors, on travaille à toutes ces choses-là. Alors moi j'ai un dernier tour à faire avant de vos questions si vous en avez. C'est sur se dire, c'est vrai que là on voit des scénographies assez extraordinaires, on est là aussi pour ça, on aime bien en voir plein les yeux, c'est toujours inspirant de voir des belles et grandes choses. Mais parfois voilà, on voudrait juste donner un peu de piment à notre événement un peu traditionnel, si je puis dire, avec pas forcément des gros budgets. C'est quoi l'image fondamentale, si je puis dire, l'image première, l'image originelle qu'il faudrait que tout le monde ait pour au moins créer, alors pas un effet waouh, mais pour au moins mettre en condition tout le monde, le petit truc, la petite diffusion, la petite création qui pourrait aller partout et pas dans ces grands dispositifs techniques qui nécessitent quelques euros. Bon, je vous embête parce que vous êtes que dans les gros événements. Pas du tout, pas du tout. Non mais je pense qu'il n'y a pas de recette. Justement, si on veut marquer un minimum, il faut une petite signature. Il n'y a pas besoin de beaucoup de budget, mais ne serait-ce que donner une petite forme à un écran. Maintenant, on sait qu'on peut donner toutes les formes qu'on veut pratiquement à de l'écran, à de l'approche, à ce qu'on veut. Donc, je ne sais pas si on est une marque qui a un slash en signature. De faire un écran un peu dans ce... Voilà, c'est un châssis, de la toile, de VB, voilà, c'est pas non plus la mort. Et en revanche, il faut créer l'image on appelle super bien. En fonction. Déjà,
Par exemple. Fred. D'abord, non, on ne travaille pas que sur des gros événements. Non, mais je sais bien. Mais ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu exemplaire. Bah, c'était l'idée que tu voulais. Bien sûr, tout à fait. Tu voulais qu'on en parle. Mais non, au contraire, moi je pense que d'abord il y a une culture qui s'est créée, qui permet aussi de descendre les coûts, d'aller beaucoup plus vite. On va tous beaucoup plus vite. Les machines vont plus vite, les images vont vite, les affaires elles vont se plus rapide, etc. Et puis on a atteint des niveaux de résolution qui font que c'est bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin pour faire des trucs déjà gigantissimes avec une résolution déjà tout à fait acceptable. Ça c'est pas vraiment le sujet. Le sujet c'est que il y a des clients qui adorent leurs slides et qui continueront à vivre avec leurs slides, c'est très bien comme ça, ils n'ont pas besoin de faire un effet waouh avec une image. Il faut que l'image soit indispensable pour qu'elle serve véritablement quelque chose. Et là, je pense que grâce à la descente des coûts, des machines et la convergence, etc., on peut créer des effets, s'ils sont intelligents, bien amenés au bon moment, complètement magiques, qui racontent la belle histoire pour un client qui n'a pas beaucoup de moyens, et on le fait. J'ai des cas ensemble aussi qu'on a fait où c'est juste une projection sur un cube, sauf que l'histoire est vraiment maligne, que le cube est invisible et que tout à coup il apparaît et puis il restera définitivement dans le décor. Et on a quasiment tous fait ça. Mais si c'est bien fait, c'est accessible et ça raconte un chouette truc. Donc non, c'est pas. Très bien, tant mieux. Non mais c'est pas inaccessible, c'est ça le message qu'il faut tenir. Valérie. Non, c'est jamais inaccessible. Moi je dirais juste. L'ingrédient essentiel, je pense, pour un client, c'est la sincérité dans ce qu'il projette et de ce qu'il porte. Après, grand, petit, écran, je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, il est là, c'est être totalement en adéquation avec les valeurs de sa marque et avoir un discours ancré dans la sincérité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui passe. C'est vrai qu'il y a encore des clients qui sont très attachés aux slides, aux mots, de moins en moins, mais malgré tout, les mots, on sent qu'ils ont encore beaucoup d'importance. Mais on voit aussi quand même beaucoup aussi de clients qui sont capables de mettre une image derrière eux et de parler pendant un certain temps juste sur cette image. Donc il y a d'énormes progrès qui sont faits, mais je le redis, je pense que la sincérité, c'est le plus important. Est-ce que vous avez des questions? J'ai entendu un ouais, non? Questions? Eh bien, madame, messieurs, on va s'arrêter là. Merci à vous. Je pense qu'on a vu de très belles images, on a vu des explications, montrer l'importance que ça a dans l'événement. Et à très bientôt. Bon salon à vous. Il y a encore un temps, je crois, il y a encore une autre conférence sur les achats responsables. Il me semble à 17h, donc dans une demi-heure, les achats responsables. Une conférence, voilà, avec Créalliance.